Bienvenue à tout le monde au 10e épisode de Passion MLB, le podcast. Charles-Alexis Brisebois qui est là comme à chaque semaine avec vous, avec Sébastien Berroir. Sébastien, comment vas-tu? Ça va bien. Déjà 10 épisodes. Il me semble que ça passe vite, hein? Ça a passé vite. Je vais être bien honnête, pendant le petit jingle de début, je suis allé sur le site pour voir si on était rendu à 9 ou 10 parce que j'étais plus certain. Ça passe trop vite. Mais ça passe bien en bonne compagnie. Puis, Sébastien, ça va bien parce qu'en parlant de bonne compagnie, Alexandra Philibert qui est là avec nous, qui vient nous Ah, rejoindre pour le début de l'émission. Alex, comment ça va? j'existe encore! Le grand retour. Oui, ben un grand retour, on va calmer les ardeurs tout de suite. C'est pas un retour, mais je suis pas fermée à l'idée de venir faire des apparitions, par exemple. Tu sais, on va le Bon. dire comme ça, mais je vais très bien. C'est tout ce qu'on avait besoin d'entendre. La porte est ouverte donc pour plus d'Alexandra sur Passion MLB. Alex, évidemment, qui était là dès les tout débuts, qui a aidé à fonder le site, qui m'a donné ma première chance sur le site aussi Oui. d'ailleurs. Alex, ça fait une couple d'années là, que tu n'es plus sur Passion MLB. Je suis sûr qu'il y a bien des gens qui se le demandent. Que deviens-tu depuis ce temps-là? Ça fait 4 ans. Je t'ai vendu mes parts, en fait, en 2020. Et depuis ce temps-là, ben, ça roule. J'avais pris la décision parce que j'avais Passion MLB, mais j'avais aussi mon entreprise, la Rouquine Communication, qui est, en fait, je fais de la gestion de médias sociaux, stratégie de contenu, rédaction web, SEO, en autre chose. Et j'écris des livres aussi. Bref, je suis quand même les deux mains là-dedans. Mais ce que je deviens, c'est vraiment que je continue avec cette entreprise-là qui est florissante. J'ai plein de beaux défis. J'écoute le sport, bien sûr, le hockey, les playoffs présentement, mais le baseball. Je m'occupe de mon chien aussi. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le voient. Je parle beaucoup de mon chien Whisky, ma belle Labrador. Et ben, je me suis acheté une maison toute seule, comme une grande. Fait que, tu sais, je réalise plein de rêves. Puis, je suis jamais très loin. Je regarde ce qui se passe avec Passion MLB. Puis, des fois, je commande. Des fois, non. Ça dépend à quel point j'ai du temps. Mais j'essaie de vous écouter. Si c'est pas en live, je vous écoute par la suite. Super. On est content d'entendre ça, content que tu ailles bien, évidemment. Je le savais parce qu'on se parle quand même une fois de temps en temps, là, mais je parle évidemment au nom de nos auditeurs. Si vous avez des questions là, pour Alex, n'hésitez pas à les poser en live. Nous, en attendant, on a quelques sujets d'actualité là, au menu. On voulait parler évidemment un petit peu là, de baseball féminin Mhm. avec toi parce qu'il y a de l'actualité à jaser à ce niveau-là. Notamment, tu sais, on peut parler là, on peut parler de joueuses, on peut parler de direction, de gérante ou quoi que ce soit, mais il y a aussi le côté au niveau des arbitres, ces arbitres qui font tant jaser depuis le début de la saison. Est-ce que, est-ce que ça pourrait être possible justement d'ajouter une touche féminine à ce niveau-là? Tu sais, est-ce que une Jen Powell, par exemple, pourrait être une ressource que Peut-être. la MLB pourrait finir par ajouter? Écoute, ça peut pas être pire que Hernandez, là. On va se le dire tout de suite. Je dis ça, je dis rien. C'est pas encore votre favori, hein, lui, non. Hein, Non, il a ça ne le pas... Non. sera jamais, là. Non, hein. Non. Or pas Sébastien là-dessus, s'il te plaît. OK. J'ai quelque chose de cool, par exemple. Jen Powell, dans le fond, c'est la première femme en 34 ans qui a arbitré dans le triple A, OK, en 2023. Ça faisait 34 ans qu'on n'avait pas vu une femme. C'est pas la première, parce que la première, elle s'appelle Bernice Giera. Puis là, je m'excuse pour les prononciations. On le sait, c'est pas mon fort. Fait que ce sera ça. Mais bref, Bernice, c'est en 1972, OK? Qu'elle a été la première femme à arbitrer dans un match dans les mineurs. Il y a eu Ria Cortesia de 1999 à 2007. Puis après, il y a eu comme un long moment qu'il n'y avait personne. Puis il y a Jen Powell qui est arrivée. Puis dans tout ça, là, entre Bernice et Ria, il y a eu 6 femmes seulement. OK? Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis je ne suis même pas convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant non plus. Parce que même moi, les trucs que j'ai appris en faisant cette recherche-là, je me suis dit, oh mon Dieu! Mais bon, est-ce qu'on parle beaucoup du sport féminin plus aujourd'hui? Pas toujours. Ça en fait partie. Mais cette femme-là, dans le fond, Jen Powell, c'est la première femme en 34 ans, triple A en 2023. OK? Elle a été aussi la première femme en 17 ans à arbitrer un match dans les camps d'entraînement de la MLB qui a été en février, Houston contre Washington. OK? On suit toujours. Mais là, ce qui est intéressant, parce que c'est là qu'on veut savoir, ben, c'est qu'elle pourrait devenir la première femme arbitre dans la MLB, dans la grosse ligue. T'sais. Elle est juste là. Et là, on se dit, ouais, mais tu sais, elle est dans le triple A. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va rester toujours dans le triple A. Peut-être, peut-être pas, on ne le sait pas. Mais elle a une éthique de travail qui parle d'elle-même. MLB en parle. Il y a plein de sites là, qui le mettent de l'avant, pas juste parce que c'est une femme, mais parce qu'elle fait le travail. Puis que ça fait des petits, les gens jasent ces affaires-là. Mais là, ce qui est le fun à savoir, c'est qu'elle est
la chef de son crew, dans le fond, de son... je ne sais plus le terme pour vrai là, en anglais complètement pour les arbitres, mais il y a comme souvent 2 ou 3 arbitres là, qui Son groupe. C'est ça, son groupe, elle est la chef de ça et elle est surtout sur la liste des call-ups. Ce qui veut dire que quand un arbitre, souhaitons que ce soit Hernandez, se laisse ou part en vacances, ils vont se référer à cette liste-là pour les appeler. Pour faire, bon, ben viens remplacer un tel à telle place, on en a besoin. C'est souvent comme ça, peu importe la ligue, mais ils ont vraiment une belle liste. Mais là, elle est sur la liste. Elle ne l'était pas avant. Ce qui veut dire que, veut pas, elle doit faire le travail. Et j'espère fortement, vu que la saison vient juste de commencer, que ça va arriver cette année. Je veux dire, il y a des chances, là, elle n'est pas loin. Ça a été vraiment un super beau parcours. Puis elle dit, moi, je suis là parce que j'aime le sport, j'aime mon travail. Puis pour que ça fasse du bruit comme ça, c'est pas juste parce que c'est une femme, puis là, on veut mettre ça de l'avant. Là, s'il vous plaît, si vous chialez là-dessus, je pense qu'il y a une couple de taloches qui se perdent. OK? Désolé mon langage, mais ça va être ça pareil. Mais tout ça pour dire que elle fait le travail, on parle d'elle pour des bonnes raisons et en faisant ce travail-là, ça va l'amener, je pense, dans la MLB. Moi, je pense qu'on va la voir. Bon, c'est sûr que d'un côté, il y a certaines personnes qui vont vouloir cocher des cases, on le sait, ça existe. Mais moi, je suis pour cocher une case si la fille fait bien le travail, c'est encore mieux. Et surtout, si ça peut donner des possibilités à d'autres. Parce que, tu sais, on le dit souvent, la représentation est importante. Plus les filles ou les femmes vont se voir dans des rôles comme ça, plus il y en a qui vont dire « Hey, c'est possible, je vais pouvoir le faire moi aussi. » Puis ça, c'est plus que juste une femme arbitre. C'est toutes les retombées que ça peut faire aussi là-dedans. Mais je préfère une femme compétente aussi. Tu sais, on s'entend, là. C'est le fun. On s'entend. Puis, comme je disais, on ne peut pas faire pire qu'Angela Hernandez. Fait que pourquoi pas? Si elle est rendue au niveau 3A, c'est parce qu'elle est compétente. Elle n'a pas gravi les échelons juste parce que c'était une femme et qu'on voulait cocher une case. Là. Elle s'est rendue là, puis c'est du gros baseball, là, le niveau 3A. Là. Ben, c'est le niveau juste avant la MLB. Tu es rendu là. Fait que oui, il y a une coche entre arbitrer dans le 3A, dans les mineurs, puis arbitrer dans le baseball majeur. Mais si elle est capable de le faire au 3A, probablement que comme les autres officiels qui sont sur la liste de call-up, éventuellement, ça prend un début, puis ça va finir par arriver que ce soit cette saison ou la prochaine. Ben, je l'espère. Pour vrai, on est au mois de mai, là, la saison de baseball va jusqu'au mois d'octobre. Je ne suis pas convaincue qu'on la verrait dans les séries nécessairement parce que on s'entend, c'est comme une chasse gardée. Là. Mais je suis convaincue, en tout cas, je l'espère fortement qu'on la voit dans les prochains mois. Que ça, même si c'est juste un match de remplacement, puis après, elle retourne dans le AAA, c'est comme un joueur des mineurs. Là. Des fois, ils sont callés up, là, ils viennent pour un joueur, un match ou deux, le temps d'une blessure, puis ils retournent en bas. Ça peut être le même principe pour un arbitre. C'est pas parce que ça arriverait qu'elle n'est pas bonne. C'est juste le même principe. Ils passent tous par là. Tous les arbitres passent par là. Fait que c'est le même cheminement. Là. Exactement. Mais pour vrai, j'ai regardé une couple de trucs là, sur le web par rapport à elle, puis je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, il n'y a pas un arbitre infaillible, là, surtout pas avec la technologie qu'il y a maintenant dans le baseball, mais il y a une cohérence, il y a une constance dans ses calls que je trouve vraiment belle à voir. Puis j'aimerais ça le voir justement dans la MLB, voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis c'est sûr que j'aimerais plus qu'un match parce qu'on pourrait voir aussi à long terme pour qu'elle fasse ses armes puis ce que ça vaut. Puis que ce soit juste 2 matchs ou que ce soit quelque chose qui devient régulier, je pense que ça va juste être bon pour le sport en général, pour l'arbitrage en général, pour les filles, les femmes. C'est un sujet, moi, que je trouve super important. Je pense que les gens qui m'ont suivi sur Passion MLB le savent. J'en parlais vraiment souvent. Mais je trouve ça cool. Puis, tu sais, quand on parle, une joueuse de baseball dans MLB, ça risque d'être plus long si jamais ça arrive, puis c'est un autre dossier. Mais je pense qu'une femme arbitre, il y a beaucoup de chances que ça arrive et je crois que Jen Powell serait la première, puis ça serait cool. En autant qu'elle n'expulse pas Aaron Boone parce qu'un partisan. Mais c'est la seule. Écoute, je pense qu'elle ne peut pas faire pire que cet arbitre-là puis Angela Hernandez. Rendu là, on a 2 slots là, qu'on peut la mettre. Là. Oui. On peut amener Jen Powell sans problème. Oui. Les arbitres ont baissé la barre cette année. Là. Je pense qu'il y a de la place pour elle. C'est un peu lourd, pour vrai. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois ça passer puis je fais « Mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? » Pire en pire.
C'est On comme s'entend les là. uniformes qui déchirent, là. Il y a comme quelque chose qui marche pas, là. On voit à travers les logos, le nom dans le dos est trop petit. C'est le fun, les uniformes. C'est le fun, le baseball en 2024. Alex, tantôt, tu disais d'avoir une représentation justement pour normaliser le fait de voir des femmes Ouais. à ce niveau-là. À ce niveau-là, justement, au niveau du baseball féminin, il y a eu un avancé qui est intéressant. C'est dans MLB de show. Le fait que tu peux créer une joueuse maintenant, par la force des choses aussi, on va normaliser le fait de voir des femmes qui jouent au baseball. Puis c'est ça qui va aider aussi à faire changer certaines mentalités là, dans un sport qui, on va se le dire, est conservateur. Ben, tu sais, le sport en général, pas juste le baseball, est conservateur. C'est souvent des boys clubs, on le cachera pas. Par contre, le baseball en général est quand même un peu plus ouvert que le hockey. On se le cachera pas non plus. Parce qu'on a vu des femmes à certains niveaux, à certains postes, d'assistantes, GM. J'avais le terme en anglais, puis je suis voyons, on trouve quelque chose. Mais c'est assistante GM, il y a eu Kim, il y a eu d'autres postes aussi qui ont été pourvus Rachel Balkovec récemment là, au développement des joueurs à Marlins, ils ont fait table rase un peu, ils l'ont amenée là. Puis elle, d'ailleurs, elle a été coach des frappeurs pour les Yankees dans les mineurs aussi avant. Fait que tu sais, il y en a, là, il y a de la place pour les femmes sur les. Je vais dire sur les lignes de côté, mais ça, c'est du football, désolé. Oui, j'ai de la misère ces temps-ci avec le sport. Non, mais ce que je veux dire, tu sais, dans le dugout, ces affaires-là, ou plus haut, il y a de la place pour les femmes. Ça va aussi dans les jeux. Tu sais, je veux dire, il y a plein de femmes qui aiment gamer de base, OK? Oui, il y a beaucoup d'hommes, mais il y a des femmes aussi. Puis là, ce qui arrive, c'est que cette nouvelle-là est sortie comme début mars, parce que le jeu, je pense qu'il est sorti fin mars, quelque chose comme ça. Je me souviens pas quand est-ce qu'il sort le jeu, mais là, il y a une nouvelle. Puis j'avais envoyé à Charles, comme t'es mieux de parler de ça. Je veux pas me mêler de vos affaires parce que j'en fais pas partie, mais parle de ça. Je l'avais fait. Oui, je sais, mais j'ai comme on parle de ça. Mais parce que cette nouvelle-là est sortie. Bon, dans le jeu MLB The Show, il y a un mode qui s'appelle Road to the Show, Women Pave Their Way. OK? C'est basé sur des histoires, l'histoire de plusieurs femmes dans le monde du baseball à divers niveaux. Puis là, on parle pas juste de la MLB, on parle du baseball at large. C'est super intéressant, tu sais. On peut faire notre propre joueuse de baseball, puis faire vraiment le mode avec, puis du début à la fin. C'est tissé sur des amitiés féminines un peu aussi. C'est super intéressant. Mais les commentaires sous ce type de nouvelles-là. Tu peux vraiment aller là? Je vais faire un aparté, mais c'est important. Okay? OK, c'est bon. Parce que c'est un feature qui est vraiment super le fun, qui va aller rejoindre une communauté, un public qui existe pour le baseball. Il y a des femmes qui aiment le sport, des femmes qui aiment le baseball. C'est le fun de faire « Hey, je suis représentée, je peux jouer avec ce joueur-là. » tu sais. Puis toi, si ça t'intéresse pas, ça change quoi dans ta vie? Je veux dire, tu l'utilises pas, tu prends George Springer, tu fais un joueur à ton nom. T'sais, who cares? On continue. Mais quand il y a des publications là-dessus, il y a toujours des hommes en dessous qui discutent. Ben là, ça va faire ci, ça n'a pas d'allure, une fan dans le sport. Je suis un peu découragée, honnêtement. Puis, tu sais, je suis fine de la façon que je l'amène parce que souvent, c'est super dégradant de la façon que c'est dit, OK? Genre, retournez dans vos cuisines, c'est pas un sport pour les femmes, et etc., etc. Mais ce que je trouve triste, c'est que ces hommes-là, ils comprennent pas que leur entourage féminin, là, leur femme ou leur potentiel blonde, là, ils voient comment ils parlent de nous. Là. On le voit, gang. Là. Fait que mon aparté, c'est comme réfléchissez avant de répondre, OK? Ça, c'est la première affaire. Puis deuxième affaire, qu'est-ce que ça change qu'un mode, une option dans un jeu que tu n'utiliseras pas soit là? On jase. T'sais? Mais la petite Isabelle ou la petite Yasmine qui joue au baseball, qui aime ça, puis qui voit son père jouer à un jeu vidéo, qui veut jouer avec, puis elle peut faire son propre personnage, ben ça lui permet de rêver, puis ça lui permet de dire « Hey, c'est correct que j'aime le baseball. » Tu sais, il y a ça aussi dans la représentation. Puis ça se peut que la personne qui joue à ce jeu-là, la fille qui joue à ce jeu-là, n'est pas intéressée à jouer au baseball ou elle n'a pas de talent comme moi pour jouer au baseball, mais elle va aimer ça d'avoir un personnage féminin parce qu'elle va pouvoir relater un petit peu plus avec ça. Mais, pour vrai, ça l'a fait un genre de tollé à cause d'une option. À la base, ça reste un jeu, là. Mais c'est ça! Ça change absolument rien. Là. C'est un jeu, c'est un mode de jeu que tu peux choisir comme dans n'importe quel jeu. Puis c'est comme, oh non, femme, ne touche pas à ça.
Puis là, c'était comme, je vais pas acheter le jeu parce qu'il y a un mode féminin. Puis, ben voyons, ben au pire, c'est toi le pire, là. Mais voir que tu vas jusque-là. Tu sais, je veux dire, on est en 2024. Ça fait des années qu'il y a des femmes qui tripent sur le baseball, là. Des années. Puis, tu sais, dans ce mode-là, on parle de Toni Stone, qui est la première femme à avoir joué professionnel. On parle pas de la MLB, là, on s'entend. Mais ça fait des années là, qu'elle a fait ça. Là. C'est pas quelque chose qui est arrivé en 2011. Là. Je me souviens pas de la date exacte, mais c'est avant ça. Fait que c'est comme si pour la communauté, c'est « Ah non, mais les femmes, je joue pas au baseball, c'est un sport d'homme. » Est-ce qu'on peut reculer dans l'histoire? Il y en a eu des femmes, c'était plus difficile, mais il y en a eu. Le baseball, c'est pas juste la MLB. Puis, tu sais, avec ce jeu-là, ben, c'est le fun de voir qu'on donne une place aux femmes, on donne une place aux sportifs, mais on donne aussi une place aux gamers qui peuvent apprécier ça, puis même aux gamers qui pourraient apprécier ça pour l'essayer, tu sais. C'est pas juste le fait d'avoir une femme en joueur dans ton jeu, c'est que tu suis un mode de jeu qui va mettre de l'avant l'histoire du baseball, mais à saveur féminine. Parce qu'elle a existé. Ça fait partie du baseball, tu sais, de son histoire en général. Fait que j'ai juste trouvé que, ben, tu sais, que le jeu existe avec ce mode-là, c'est super, mais j'ai trouvé vraiment la réaction des gens comme, mais voyons, c'est juste un jeu, tu sais, je veux dire, t'en mourras pas, là, ça va bien aller. Mais si ta masculinité est fragile de même, ben, je pense que t'as des questions à te poser. Mais bon, ça, c'est moi. ça, je l'avoue, mais ça, c'est le fun. Puis, pour rester dans le jeu et le baseball, aussi, dans ce mode-là, Road to the Show, Women Pave Their Way, il y a une petite note pour là, je ne vais pas massacrer son nom, ce qui risque d'arriver. Kelsey Whitmore. Je ne sais pas si ce nom-là, il dit quelque chose. Mm-hmm. Oui. Oui? OK. Oui. Dans le fond, c'est la première femme qui a signé un contrat avec la Atlantic League. Je ne sais pas si elle a joué finalement. Okay? J'ai pas eu le temps de chercher ça, je suis désolée. Elle n'a pas joué encore finalement. Mais c'est ça. Elle a joué dans l'Atlantique, mais pas dans la Pioneer. Si mais c'est ça. Mais elle était la première femme à signer / jouer dans l'Atlantique. Puis là, elle devrait aussi jouer dans la Pioneer cette année. OK? Pourquoi? Je n'ai pas les détails. Mais c'est quand même quelqu'un qui va fracasser les plafonds de verre, puis c'est super intéressant. Puis, ce qu'elle a dit par rapport au jeu, parce qu'elle a été informée, elle dit « J'espère que ce projet-là va éduquer les autres étant hommes, que les femmes jouent au baseball et sont en mesure de compétitionner dans ce sport-là. » Puis c'est vraiment ça, tu sais, les gens sont comme « Ah ouais, le baseball, le jeu, c'est pas important. » C'est pas important dans l'optique que ça reste un jeu, mais c'est important pour l'éducation puis l'impact que ça peut avoir, tu sais. Ben, c'est quand même incroyable ce qu'elle a fait, là. Tu sais, oui, dans l'Atlantique, ses statistiques sont pas extraordinaires, loin de là, mais juste le fait de se rendre, tu sais, veut pas, juste au niveau physique, les hommes, dans la plupart des cas, ont un certain avantage. Ça veut dire que c'est une méchante joueuse de balle, là, d'avoir réussi à se rendre à ce niveau-là. Puis peu importe les statistiques qu'elle va mettre au tableau, elle s'est rendue dans une ligue indépendante. Donc, exact. On lui lève notre chapeau. Là. Puis ça, c'est n'importe quel joueur, tu sais, on a tendance à dire que les femmes, tu sais, ouais, ben là, ça, elle n'a pas été bonne aussi, pis ça. Mais tu sais, mettons, là, Jean-Jacques, là, qui réussit à aller dans la Ligue Atlantique ou peu importe, puis finalement, il fait 3 matchs, puis ça se termine là. On va juste dire, ah, il était pas bon. Tu sais, ça va arrêter là. C'est juste, ça n'a pas marché. Mais il était bon pour se rendre jusque-là, mais ça n'a pas marché. Mais pour une femme, ça va être, ah, ben là, elle est vraiment pas bonne. Hey, elle s'est rendue là, ça n'a juste pas fonctionné au même titre qu'un homme. Là. C'est ça aussi le double standard. Mais ce qu'elle fait, Kelsey Whitmore, c'est cool. Puis le fait qu'il y ait dans ce jeu-là aussi, c'est un lien, vu que l'Atlantic League, c'est une ligue affiliée à la MLB, puis que ça fait partie de tout ça, je trouvais ça comme super intéressant. Là. Puis je pense que c'est une two-way player même. Hein? Elle lance, elle frappe. Oui. Il me semble que oui. C'est une lanceuse de relève aussi. Ouais. Non, c'est ça. Une athlète, c'est pas tout le monde là, qui peut. C'est pas tout le monde qui peut lancer puis frapper. Il y en a un dans le baseball majeur qui le fait. Fait que, c'est quand même. Cette année, il le fait même pas. Après le tamis jaune, c'est un petit peu plus tough. Alex, on a un commentaire ici de Kevin Larose là, qui justement nous dit quand il y aura une femme dans un sport majeur monopolisé par les hommes en entrevue, elle va dire que quand elle était jeune, elle a commencé par créer sa joueuse dans un jeu. C'est comme tu l'as dit, c'est le début du rêve, dans le fond, là, qui commence comme ça. Ben, on dit souvent là, je sais, je suis vraiment désolée de me répéter, mais je vais massacrer ça encore. Representation matters. Ben, c'est ça. C'est exactement ça, cette fonction-là dans ce jeu-là. Puis moi, je suis contente que ça existe. Je suis contente de l'impact que ça va avoir.
Puis les messieurs fâchés, ils me tapent un peu ses nerfs, par exemple. Ça, c'est la réalité. On a cru comprendre. Ouais, non, mais c'est important de le dire oui. parce qu'à un moment donné, tu sais, les gens vont se dire c'est juste le web, puis là, tu sais, c'est un jeu, mais il y a comme un pan à ça qu'on oublie. Puis les commentaires qu'on fait en dessous des nouvelles sportives de ce genre-là, ils ont un impact aussi. Tu sais, ça peut décourager des gens. Puis, je suis comme ça, à un moment donné, ça change quoi dans ta vie que tu puisses jouer avec une joueuse dans ton jeu? Rien. Fait que, passons, fais d'autres choses. On s'entend. Alex, merci beaucoup pour ce beau petit bloc-là. Ça a été le fun. Ça a été le fun de se reparler. On se parle pas assez souvent, puis tu l'as dit, là, tu recommences de plus en plus à te mettre les mains dans le baseball. Fait qu'espérons que ce ne soit pas ta seule apparition de la saison. Ben écoute, si vous voulez m'avoir, je vais être là. Je parle pas toujours de sport féminin, là, gang, là, on s'entend. Parce que, juste pour le dire aux gens, c'est que j'aurais pu parler d'autres choses, mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un gros mois d'avril, j'ai été moins dans les nouvelles, puis j'étais comme « Ah mon Dieu, que je suis pas à l'aise de parler de baseball si je suis moins à jour. » Tu sais, le perfectionniste est encore là, fait que j'étais comme Oui. « Ah, on va parler de baseball féminin, je les ai vus passer. » Ben écoute, remets-toi à jour, puis reviens-nous en force, puis on t'invitera pour chialer sur les Blue Jays. Là, Sébastien, on a quelques commentaires là, qui sont rentrés sur les Blue Jays. Là, on va pouvoir se gratter un petit peu. Ouais, Là. on peut Il y a chialer sur quelqu'un les qui Blue Jays, on peut chialer sur les Cubs, on peut chialer Oui. sur les uniformes qui marchent pas, on peut chialer sur Plein de choses. Fun de chialer sur le baseball. Yes. C'est romantique et super pour chialer. Donc, Alex, merci beaucoup, puis au plaisir de te reparler un petit peu plus tard. Absolument. À bientôt. Merci, Alex. À bientôt. Bye. Donc, c'était Blue Jays, let's play baseball. Sébastien coupé le sifflet, que j'arrête de parler. Là, Ouais, il voulait juste. J'ai- Donc, le j'ai- chien est sorti du sac. Vous aurez C'est compris que c'est pas moi qui mets en ligne les petits musicaux comme ça. C'est bel et bien Sébastien. Donc, oui, je disais, c'était Alexandra Philibert qui était là avec nous. Merci, Alex, là, d'avoir été là. On est rendu, comme vous avez pu le voir, là, à la portion, le bloc des Blue Jays de Toronto. Sébastien, on a quelques commentaires sur les Blue Jays, mais avant, on a un commentaire qu'on a poursuivi encore, un sujet qu'on avait prévu de parler. On va glisser un petit mot là-dessus. Au camp d'entraînement, on vantait beaucoup la profondeur des Blue Jays sur le monticule, dans la rotation. On se disait, ben écoute, il y a Mitch White, il y a Alek Manoah, il y a Ricky Tiedemann, il y a Yariel Rodriguez. Et là, à part Alek Manoah, sont tous blessés ou partis. Fait avec la blessure de Yariel Rodriguez, est-ce qu'Alek Manoah est le 5e lanceur des Blue Jays? Ben, il faut pas, là. J'espère pas. Il y a eu un bon départ. J'espère juste pour les Blue Jays qu'on ne va pas le monter trop vite parce que si Alek Manoah arrive chez les Blue Jays dans le baseball majeur, connaît une mauvaise sortie, je pense que c'est le champ du signe. On ne le reverra plus jamais dans un uniforme bleu, l'uniforme des Blue Jays. J'ai l'impression que ça y prend encore plusieurs bons départs avant qu'on puisse le ramener dans la MLB. Il faut qu'il nous prouve qu'il est capable d'être constant. Là, ça a été un excellent départ, mais si on se rappelle les départs précédents, ce n'était pas très chic. Puis il y a eu des problèmes de constance depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Donc, ce n'est pas un départ qui va changer la donne. Il faut qu'il le fasse sur plusieurs sorties. Donc, pour moi, je ne le ramène pas dans la MLB avant le mois de juin. Il doit nous prouver qu'il est capable de faire le travail autant au niveau 3A que dans les majeurs. Puis de toute façon, pour l'instant, les Blue Jays n'en ont pas besoin parce qu'on est relativement chanceux. On a quelques journées de congé qui vont nous permettre de sauter le 5e partant. Donc, on ne doit pas presser les choses parce que sinon, ça pourrait se terminer pour Alek Manoah. Jusqu'au 14 mai pour le besoin d'un 5e partant comme ça. Donc, on verra ce que ça va donner, ce que les Blue Jays décideront de faire. Peut-être que ça peut être un bullpen day aussi. Ouais. Peut-être que Paolo Espino peut être une option, mais tu sais, on s'entend. Si t'es rendu à Paolo Espino, ça dit ce que ça veut dire. Mais tu sais, le 14 mai, c'est encore tôt pour Manoah. Là. Même si on peut attendre jusque-là, je pense que c'est un bullpen day avec Trevor Richards et les autres releveurs qui font le travail en général. On va être capable de se rendre probablement jusqu'au mois de juin, puis là, on va pouvoir stabiliser les choses.
Sinon, tu amènes Bowden Francis. Ah non, lui aussi, Ah il est non, blessé. c'est ça. Tout le monde se blesse dans cette équipe-là. C'est peut-être pas aussi pire que les Red Sox de Boston, là, mais en tout Non. cas. Ce qui a retenu l'attention chez les Blue Jays aussi cette semaine, Sébastien, Shohei Ohtani a pris un avion vers Toronto. Ça, c'est vrai. Oui. Il s'est fait tuer. Ça, c'est vrai. Puis il a répondu en frappant un circuit. Ça aussi, c'est vrai. Ça s'est bien passé, hein, les huées au Rogers Center. Ça, Ouais. ça a vraiment eu Ouais. l'effet escompté. Là. Vraiment, Ok. je pense que Ohtani était complètement ébranlé. On l'a senti sorti de sa game. Non, finalement, non. Dès sa première présence, une bombe au champ droit. Ok. Donc, il a montré que tu sais, ça ne l'affectait pas. Puis que, tu sais, Yeah. on peut comprendre les huées, mais au final, est-ce qu'il a vraiment été proche de signer avec les Blue Jays? Pour ma part, je ne crois pas. C'est sûr qu'il y a eu des discussions, puis il y a eu des négociations, mais je ne pense pas qu'il était prêt de jouer à Toronto. Puis, tu sais, on s'entend que ce n'est pas vraiment de sa faute si John Morosi a tweeté qu'il était dans un avion en direction de Toronto. Non. Il n'y avait rien à voir avec ça. Il était bien au chaud chez lui, puis il n'était pas au courant de la situation. Donc, on comprend les huées, mais ça n'a eu aucun impact sur les performances d'Ohtani à Toronto. Non, c'est un gars qui est fait fort quand même. Ouais. Je pense pas que c'est des petits huées comme ça qui allaient. Je pense qu'au contraire, là, qu'il s'est nourri de ces huées-là. S'il est capable de Euh, passer au travers le scandale avec son interprète, je pense pas que les huées vont changer grand-chose à sa saison. on s'entend là-dessus. Il y a un excellent début de saison, peu importe. Là, c'est quasiment comme si c'était un bon joueur. Il est pas mauvais, hein? Il est correct. Il est correct. Sébastien, on a quelques questions sur les Blue Jays ici. Profitons-en pour les poser. Je vois aussi là, une question là, de Olivier là, sur les Yankees. Là, on la gardera pour la période de questions. Là, donc, désespère pas, Oli. On va arriver à ta question. On a Matt ici qui nous demande si George Springer est le Colby Rasmus 2.0. Il nous a soumis aussi un autre commentaire sur George Springer qui m'a quand même fait rire. Est-ce que les Jays peuvent mentionner à George Springer que la saison est commencée? Écoute, les 2 premières années là, du contrat de George Springer, il était blessé la moitié du temps, mais l'autre moitié, quand il était en santé, ça roulait bien. Là, il est en santé toujours, il se blesse pas, mais il roule pas. Tu sais, qu'est-ce qui marche pas avec George Springer? Est-ce qu'il est le temps de le descendre dans l'alignement des frappeurs? Il y a comme plein de questions qui se posent avec George Springer en ce moment, là. Ben, il y a une chose qui est sûre, c'est que son jeu défensif, il n'a rien perdu de ça. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Ça va bien. C'est vraiment au bâton. Mais il faut se rendre à l'évidence aussi que George Springer est vieillissant. Oui, il y a des joueurs qui sont capables, à un âge plus avancé, de continuer à performer, mais avec les blessures qu'il a subies tout au long de sa carrière, peut-être que là, ça commence à le rattraper. Et oui, on pourrait le descendre dans l'alignement. Le seul problème, c'est qui on monte dans cet alignement de frappeurs-là pour prendre la place d'un George Springer au premier rang. Présentement, on n'en a pas vraiment. Là. Fait que j'ai l'impression que John Schneider le garde là parce que c'est le vétéran, c'est un leader. Il va espérer que les choses se replacent dans les prochains jours, semaines, mais on n'a pas d'autre solution présentement à court terme. Moi, j'en ai des solutions. Ah ouais? Dalton Varsho, Kevin Biggio, n'importe qui. David Schneider. Tu sais, Au tant, premier tant rang? qu'à non, mais pour vrai, tu sais, tant qu'à avoir cet alignement-là, 1, 2, 3, qui est nul, 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 pourquoi pas essayer quelque chose? Je te dis pas que c'est la solution Non, idéale, là. non. Je te dis pas que dans une équipe de série mondiale, Babe Schneider est ton premier frappeur, là, au contraire. Mais en ce moment, Ah, c'est sûr qu'on peut tout essayer. Puis là, présentement, 1, 2, 3, c'est une manche d'un 2, 3, justement. C'est 3 retraits quasiment automatiques. Là. On commence les matchs, puis c'est 3 retraits. Donc, c'est sûr que ça ne donne pas le ton offensivement pour le reste de l'alignement. Mais on n'en a pas de premier frappeur. Puis, tu sais, admettons qu'on y va avec ta suggestion que, tu sais, après ma barre, c'est pas idéal, mais pourquoi pas changer les choses puis essayer certaines situations. Mais si ton 1, 2, 3, c'est David Schneider et Dalton Varsho, mettons 1 et 2, puis Justin Turner 3, admettons, ça ne va pas très bien. Là. Même si ces trois-là sont relativement constants depuis le début de la saison, ça dénote un manque de profondeur immense à Toronto. Il faut que les leaders se lèvent. Est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. Mais ça prend quelqu'un qui se lève dans ce vestiaire-là, puis qui décide qu'il se met à frapper, puis que les autres suivent, parce que présentement, c'est les joueurs de profondeur qui font le travail.
Mais je te l'annonce, tu dis que ça dénoterait un manque de profondeur. Il existe. Oui, Juste pour que tu le saches, il est présent. Là. Genre, il- Daniel Vogelbach qui frappe 4 parce que Turner a congé, là, c'est le fun. Là. et ça, Fait ça, que- ça fait mal. Sébastien, on s'est parlé un petit peu avant le début du podcast. Puis tu m'as dit, écoute, on parlera pas de John Schneider parce qu'à point-ci, ce serait s'acharner. Fait que Emilio a une question sur John Schneider. Euh, on salue Emilio au passage là, qui est participé à l'émission il y a une couple de semaines. Penses-tu que Schneider termine le mois de mai? Ben, j'avais dit qu'il ne se rendait pas au match des étoiles. Là, on est rendu au mois de mai. Ben, faudrait pas que ça continue comme ça parce que c'est sûr que c'est la première tête qui va rouler. Puis là, Ouais. on est 2 matchs sur la barre des 500. Si on commence à glisser encore dans une division qui est très relevée, puis que là, on se retrouve à 5, 7 matchs de la barre des 500, c'est évident que c'est John Schneider qui va sauter. Puis si cette séquence-là se fait d'ici la fin du mois de mai, bien, il ne terminera pas le mois de mai. Mais encore là, pour moi, c'était évident que ce n'est pas l'homme de la situation si tu veux te rendre en séries éliminatoires et plus loin encore. Mais présentement, ce n'est pas le seul problème qu'on a à Toronto. Si tu veux te rendre, normalement, historiquement, il n'y a pas de problème. Si tu veux gagner en série, ou là, c'est pas le même débat, par exemple. Exact. Tu as parlé de solutions faciles là, qui serait de congédier John Schneider. Décision plus difficile, ce serait de vraiment shaker le cœur de cet alignement-là. On a Martin Houle qui nous demande est-ce qu'on échangerait Vladi cet été? Lui, si c'est le cas, il pense à des équipes comme les Rangers du Texas, les Padres de San Diego, les Giants de San Francisco, les Mets de New York. Le ferais-tu? Qui est la question de Martin. Bien, si rien ne va plus à Toronto, qu'on est éliminé au mois de juillet, pourquoi pas? Est-ce que l'an prochain, on a vraiment un club qui peut aspirer aux grands honneurs? Je ne crois pas, à moins qu'on ait une saison morte extraordinaire à Toronto. Je ne pense pas que ça va arriver. On a eu l'occasion de le faire cet hiver, on ne l'a pas fait, donc pourquoi qu'on le ferait l'an prochain? Ça nous aurait donné 2 ans de Vladimir Guerrero et Bo Bichette pour essayer de gagner un championnat. Ça n'avait pas l'air à nous tenter là, du côté de Ross Atkins. Donc, si on est dans le trou, pourquoi pas? Je ne crois pas qu'on va échanger les deux, Bichette et Guerrero, mais pourquoi pas un des deux? Il faut profiter de la valeur restante de ces deux joueurs-là. Même s'ils ne frappent pas, on sait ce qu'ils sont capables de donner. C'est quand même deux excellents joueurs de baseball qui peuvent exploser ailleurs, surtout dans un gros club où est-ce qu'ils vont être protégés dans l'alignement. Puis peut-être qu'ils ont moins de pression, ça pourrait devenir des éléments importants. Mais ça dépend de la vision de l'état-major, puis on dirait que présentement, ils n'en ont pas de vision. On s'entend là-dessus. C'est pas, c'est pas facile de voir ce qui se passe à Toronto. Là, les dirigeants doivent se poser des grosses questions parce que, tu sais, t'as Guerrero et Bichette que leur contrat, là, en fait, les années de contrôle viennent à échéance à la fin de 2025. Si tu décides que c'est pas les hommes de la situation, ben c'est sûr que tu as un plus gros retour si tu les échanges maintenant au lieu de l'hiver prochain parce que tu es pour 2 parcours éliminatoires potentiellement au lieu de 1. Donc, il y a il y a des questions très certainement qui vont se poser à Toronto, à commencer justement là, par un John Schneider qui n'est pas l'homme de la situation. Et David qui nous demande pourquoi ne pas ramener John Gibbons? Je pense que ça serait de reculer un petit peu trop dans le passé. Ouais. D'ailleurs, je suis juste étonné qu'il soit coach de banc avec les Mets. Là. Je ne m'attendais pas Ouais. nécessairement à le voir revenir dans un dugout là, du baseball majeur. Mais j'ai l'impression que si on veut faire un changement, la solution facile, ce serait Don Mattingly, mais sinon, si on veut aller à l'extérieur, je pense pas que ça va être le bon Gibby qui va revenir pour une troisième fois. Là. Je pense qu'il y a des limites à ramener le passé. C'est pas une solution. David, justement, qui nous mentionne que les Jays auront un choix à faire entre Vlad et Beau. De la façon que ça se passe, j'ai pas l'impression que la réponse, ça peut être Vlad. Je sais pas jusqu'à quel point Beau Bichette peut rester. Peut-être que le choix à faire, ce sera ni l'un ni l'autre par la force des choses. Peut-être que les gars ne voudront pas rester non plus. Là. Il y a beaucoup de facteurs à tenir compte là-dedans, Sébastien. Oui, les Blue Jays ont un choix à faire, mais ils n'ont pas le dernier mot dans cette histoire-là. Si les deux décident qu'ils s'en vont ailleurs dans 2 ans, bien, ils vont aller ailleurs. Puis présentement, est-ce que ça leur donne le goût de rester à Toronto? Je ne crois pas, parce qu'on n'a pas fait les acquisitions nécessaires pour essayer de gagner un championnat, alors on était en train de construire une belle formation, puis là, on a comme laissé ça un petit peu à l'abandon. Mais eux aussi ont un mot à dire là-dedans, dans le sens que présentement, ils ne performent pas à la hauteur des attentes. Donc, tu sais, les deux vont avoir des décisions à prendre. Puis il restera à voir. Il peut se passer bien des choses d'ici là. Même cette saison, il peut y avoir un revirement de situation, mais ça ne s'enligne pas très bien.
ni pour cette saison, ni pour garder les deux à Toronto. Nick qui nous mentionne que Beau Bichette a régressé dans plusieurs facettes de son jeu cette saison. Il frappe au mauvais rang. Ça, je suis persuadé que Sébastien va être en accord avec toi. Là, c'est le premier qui le mentionne justement là, à quel point, à quel point bon, c'est illogique de voir un Beau Bichette frapper du mauvais côté de Vladimir Guerrero Jr. Là, on va le dire comme ça. Là. Ce serait plus utile de l'avoir sur les sentiers. Comme ça, quand Guerrero se fait striker sur 3 prises, ben, qu'au moins il pourrait le faire avec des hommes en position de marquer. Mais Oui, ça améliorerait la fiche avec des coureurs sur les sentiers, qui est, si je ne me trompe pas, la pire du baseball majeur. J'ai pas vérifié, mais je vais te croire. Ben, si je ne me trompe pas, c'est ça. Puis si c'est pas ça, ils sont pas loin. Non, c'est ça. David nous dit justement, voilà pourquoi il est temps d'offrir un contrat à long terme à un des deux. Moi, ce que je me demande, c'est justement, à quel prix? Guerrero, il ne performe pas à la hauteur des attentes depuis un petit bout. Donc, je pense que si tu lui fais une offre trop low ball, il ne l'acceptera pas non plus. Peut-être plus dans le cas de Bichette, mais encore là, j'ai le sentiment que lui il veut arriver à la fin de son contrat. Il y a un contrat de 3 ans en tant que tel qui a signé pour l'amener aux portes de l'autonomie. Donc, j'ai l'impression que ça va être difficile à ce point-ci. Puis, si on négocie cet hiver, ben, quand tu es à un an d'autonomie, ça va prendre un méchant montant pour te faire dire OK, dans un an, je peux être autonome, puis je renonce à ce droit-là. Atkins est la marionnette de Shapiro, puis on peut probablement dire que Schneider est la marionnette de Atkins, puis que les coachs des frappeurs sont les marionnettes de John Schneider. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de déséquilibre là, comme ça qui existe du côté de Toronto. Puis Shapiro est la marionnette de Rogers. Puis Rogers, c'est la marionnette de qui? Ah, je pense qu'il n'y a personne dans la marionnette. Là. Non. Puis Sportsnet, c'est la marionnette de Rogers. Tout va bien. Oui, c'est ça. Matt qui nous dit à quand un rappel pour Aurelvis Martinez chez les Blue Jays? Il est solide dans les mineurs présentement. Le sujet est intéressant, Matt, parce que ce que les Blue Jays ont besoin présentement, c'est un coup de bâton. Là, c'est très préliminaire ce que je vais te dire là, mais j'ai vu un tweet avant de rentrer en ondes comme ça pour enregistrer le podcast, comme quoi qu'il y aurait un rappel de Nathan Lukes là, qui serait dans les cartes présentement pour les Blue Jays. Je ne sais pas exactement c'est quoi le mouvement. S'il y a une blessure, je ne suis pas au courant. Peut-être que si quelqu'un le voit et qu'il y a plus d'infos qui pourra nous le dire là, parce que je ne peux pas regarder présentement. Vite comme ça, j'assume que Addison Barger pourrait peut-être retourner dans les mineurs. Puis le problème que je vois avec ça, c'est si c'est bel et bien le cas, je comprends que Barger ne fera pas nécessairement beaucoup, mais au lieu de rappeler un Martinez, tu rappelles un besoin défensif en tant que tel, mais on s'en fout de Nathan Lukes. Le problème des Blue Jays n'est pas défensif. C'est pas grave si tu as un gars qui n'est pas habitué de jouer dans la gauche, peut-être pas au niveau de Barger, mais c'est pas grave si tu as un David Schneider, c'est pas grave si tu envoies un Kevin Biggio ou peu importe dans le champ gauche. Ça te prend un coup de bâton, puis tu en as un qui est hot dans les mineurs, puis c'est Aurelvis Martinez. Pourquoi rappeler Nathan Lukes? Tu le sais qu'il va frapper pour 153, là, si tu le rappelles. Oui, ça c'est sûr et certain, puis tu es généreux. Là. Mais on en parlait la semaine dernière, on s'enfarge dans les fleurs du tapis. On s'attarde à des choses qui ne sont pas nécessairement importantes. On a besoin d'un coup de bâton, on a besoin de puissance à Toronto. On n'en a pas de frappeur de puissance. Ce serait Vladimir, mais il n'en frappe pas de circuit. Si on se fie, si on prend son début de saison et qu'on l'amène jusqu'à la fin, il va finir la saison avec une quinzaine de circuits. Donc, ce n'est pas le frappeur de puissance qu'on attendait, puis on n'en a pas d'autres. Donc, on a besoin de puissance dans cet alignement-là. Puis Aurelvis Martinez peut en amener. Ce que je crois que les Blue Jays veulent faire, c'est de le garder là parce qu'il est sur une bonne séquence, ça va bien. On ne veut pas nécessairement le déraciner de là, l'amener dans un environnement qui est un petit peu difficile en ce moment. Puis là, si ça se met à mal aller, bien peut-être qu'on va casser la confiance du jeune. Par contre, qu'est-ce qu'on a à perdre? Tu sais, je pense qu'il va avoir, si je ne me trompe pas, il a 22 ans, donc il va avoir le temps de s'en remettre. Mais là, on a besoin d'une étincelle, puis elle pourrait venir de là, parce qu'on n'a pas d'autre solution. On ne complétera pas une transaction. Là. Il n'y a pas d'autres clubs dans le baseball majeur qui vont vouloir compléter une transaction à ce temps-ci de l'année. Il est beaucoup trop tôt. Donc, la solution doit venir des mineurs. Puis présentement, le seul qui peut amener ce genre de choses-là, c'est Martinez. C'est sûr que ça aiderait parce que, regarde, David l'a bien résumé, le problème des Blue Jays est au bâton. Les Jays qui manquent d'opportunisme, en même temps, c'est ça. T'sais, si tu fais trop jouer des IKF, si tu fais trop jouer des Kevin Biggio, si tu fais trop jouer des David Schneider, tu peux rajouter un Nick Lemon, tu peux rajouter un Daniel Vogelbach. Il y a trop de passagers comme ça dans cette équipe-là, puis les réguliers font pas leur job. Donc, à ce point-ci, Alex qui nous dit, est-ce que les Blue Jays ne devraient pas faire table rase en haut pour repartir sur des nouvelles bases puis dire, ben, gars, cette mentalité-là que vous essayez d'implanter, là, ben, elle ne marche pas. T'sais. Ah, peut-être, mais tous les noms que tu viens de nommer, là, au début de la saison, on le savait ce que ces gars-là allaient pouvoir donner. On le savait que
notre alignement, qu'il y avait des trous. Un coup qu'on passait les frappeurs 1 à 4, c'était très difficile. Puis là, les frappeurs 1 à 4, à l'exception de Turner, ne frappent pas. Donc, c'est encore plus évident le manque de profondeur de cet alignement-là. Mais il n'y a aucun nom dans ceux que tu as nommés qui était supposé connaître une saison extraordinaire puis amener de la puissance dans cet alignement-là. Là. Donc, on le savait, on a pris ces décisions-là avant la saison, en sachant très bien ce qu'on avait entre les mains, puis en sachant très bien, je pense que tout le monde, peut-être sauf l'état-major des Blue Jays, savait que ça n'allait pas amener beaucoup plus d'offensive que l'an dernier, alors que c'était le même problème. On s'entend. C'était une équipe qui était super offensive jusqu'en 2022. Ils ont enlevé le jacket des circuits, puis tout d'un coup, le jacket il a dit, tu sais quoi, je vais amener toute l'offensive avec moi. Moi, c'est ma théorie. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Ça se peut. Ben là, il faudrait peut-être ramener une saucisse comme au Minnesota. Oui, c'est vrai, ça fonctionne bien. 7 victoires de suite depuis la saucisse, 10 victoires de suite en général. Ouais. On va demander à Édouard Julien de nous en faire chipper. Alex qui nous dit ramener Antopoulos, puis c'est vrai que lui il est assez capable de construire des bonnes équipes. Puis les Blue Jays, je me trompe pas, hein, les Blue Jays l'avaient dans leur coach jusqu'en 2015. On me dit que oui. Ah oui, ok, bon. Oui. Nick qui dit j'appelle plus ça des trous rendus là. Ouais, j'avoue que c'est plus trouvé qu'un fromage suisse. Là. Des cratères. Matt qui nous dit un congédiement du coach des frappeurs peut-il régler le problème car d'autres solutions comme ça? Est-ce que ça pourrait aider? T'sais, moi, Matt, la façon dont je vois les choses, c'est que oui, ils ont un coach des frappeurs, mais ils ont décidé de donner une promotion à Don Mattingly et de le placer comme coordonnateur offensif. Ce que ça fait, c'est que c'est lui qui supervise maintenant. Je pense pas qu'on veut congédier Mattingly parce qu'on lui a donné une promotion récemment puis parce que c'est Don Mattingly qui vient avec un gros nom. Donc, j'ai pas l'impression que la solution nécessairement vient de là. Puis si tu congédies le coach des frappeurs, ben, il répond quand même à Mattingly. Fait que je pense pas que c'est nécessairement lui qu'on vise comme le problème, même si entre toi et moi, Sébastien, il doit pas faire partie de la solution non plus. Non, c'est sûr, mais je pense qu'on a d'autres choses à adresser avant ça. Puis souvent, ça va se faire à l'entre-saison. C'est quand même plutôt rare qu'on va changer un entraîneur des frappeurs en cours de saison, changer un petit des choses. Les joueurs de baseball, c'est des joueurs d'habitude. Donc, de casser ce rythme-là, c'est sûr qu'il n'y a rien à perdre. Présentement, on pourrait faire ce changement-là, puis ça pourrait changer complètement la dynamique à Toronto. Mais c'est quand même plutôt rare qu'on a ce genre de mouvement de personnel-là. Alex qui nous dit ils ont mis tous leurs œufs dans le panier de Guerrero et c'est une erreur. Ben, en ce moment, on est en train de se rendre compte qu'il y a eu 2021, puis c'est ça. Depuis ce temps-là, c'est sa 6e année dans le baseball majeur. Il y en a eu une à la hauteur des attentes. C'est lequel le vrai Vladimir? Le Vladimir de 2021 ou l'autre? Ben écoute, t'es un gars de chiffres. Oui. La loi de la moyenne. Tu sais, 2021 est peut-être plus l'exception, on s'entend? Oui. Ben, j'ai l'impression quand même qu'il est à quelque part entre les deux, parce que ça reste un excellent joueur de baseball. Ouais. 2021, c'était un petit peu l'extrême. Puis là, on est peut-être un petit peu dans l'autre extrême. Il est à quelque part entre les deux, mais c'est ça. C'est pas le joueur MVP qu'on a connu une fois dans sa carrière. Non, c'est ça, exactement. Les Jays qui n'ont jamais remplacé Gurriel, Teoscar, on remonte même jusqu'à Edwin Encarnacion. Puis, on l'a dit là, tantôt, là, les Blue Jays qui ont vraiment pu l'équipe offensive qu'ils avaient par le passé jusqu'en 2022. Puis l'affaire là-dedans, c'est qu'on n'a rien eu en retour. Ou presque, là. Si tu échanges ces joueurs-là... Swanson qui ne roule pas cette année, ben, au moins tu as Dalton Varsho qui roule bien en ce moment, mais ça a pris du temps, puis ça t'a coûté Moreno. Fait que... oui. Puis ça t'a coûté l'an dernier aussi parce qu'il n'était pas là pantoute. Oui, exactement. Puis c'est pas comme si Alejandro Kirk était une machine offensive là, en ce début de saison. On n'en parle pas d'ailleurs d'Alejandro Kirk, mais ça frappe pas fort. Hein? Non, ça frappe pas fort. Puis on le garde là supposément pour sa défensive. Oui, il est capable d'aller chercher des prises qui n'auraient pas été appelées. Il est capable de framer des lancers, mais sinon, c'est très difficile là, au niveau de retirer des coureurs en tentative de vol ou de bloquer des lancers. Danny Jansen est en avant à tous les points de vue, sauf peut-être le framing, mais sinon, je ne vois pas pourquoi Alejandro Kirk a autant de départ chez les Blue Jays. Est-ce qu'on protège Jansen d'une blessure? Je ne sais pas, mais ça ne fait aucun sens. Ah, moi, ça me fascine. Je comprends pas pourquoi ce gars-là étant Danny Jansen, je comprends pas pourquoi il joue plus. Mais ça, là, c'est un débat qui est tout autre.
Matt ici qui nous dit combien de joueurs seraient à Toronto avec un Alex Antopoulos comme DG. Ceci explique cela. On l'a dit tantôt, Antopoulos, c'est un gars qui sait comment construire une équipe gagnante. Il était sur une très bonne voie avec l'équipe 2015, justement. On voit le travail qu'il fait avec les Braves, la culture d'entreprise qu'il crée, les gars qui veulent signer l'air à rabais. On retrouve plus ça, disons, là, chez les Blue Jays de Mark Shapiro et de Ross Atkins. Sébastien, on a eu vraiment beaucoup de commentaires sur les Blue Jays. C'était le fun, le bloc s'est vraiment étiré. On a quand même un petit peu d'actualité ailleurs dans la MLB, donc allons-y rapidement. Ailleurs dans le baseball majeur. José Abreu, qui était probablement le pire frappeur du baseball majeur. Tu en as fait un papier, justement, là, il y a quelques jours, semaines, je ne sais plus, mais peu importe le temps, à ce moment-là, il était le pire frappeur du baseball majeur quand même. Un contrat de 19,5 millions de dollars par année sur 3 ans est à la 2e année du contrat. Et il a accepté d'aller dans les mineurs, pas d'aller dans le 3, là, d'aller au camp d'entraînement en Floride, puis d'aller affronter des recrues pour retrouver son timing dans des petits matchs préparatoires avant d'éventuellement faire son chemin vers le 3A, puis éventuellement vers le baseball majeur. Sa saison est mauvaise, on s'entend, mais 2, chapeau à lui d'avoir accepté ça. Tu sais, ça prouve quand même ultimement que c'est un joueur d'équipe puis que c'est pas juste un mercenaire qui est là pour l'argent. Là, tu sais, il prend ça à cœur quand même, puis je respecte ça, ce niveau-là. Tu sais. Oui, exact. Ça te rappelle pas un certain Alek Manoah qui, lui, avait refusé de se présenter, hein? Ouais, puis il n'y avait pas l'option, hein. Lui, c'était juste comme tu t'en vas dans le 3A parce qu'on a des options sur toi. Là. C'est pas la même C'est ça. situation. Bon parallèle quand Non, même. exactement. Donc, c'est pas tout à fait le même genre de joueur. Puis on l'a vu tout au long de sa carrière, José Brio, qui il veut gagner. C'est un leader. Aime ça jouer au baseball. On le voit. Donc, présentement, ça va pas bien. Puis probablement qu'il ne se sent pas bien dans cette situation-là non plus. Il n'est pas plus fou qu'un autre. Il sait très bien qu'il ne performe pas en ce moment et qu'il n'aide pas son équipe. Puis son équipe, ça ne va pas bien non plus. Donc, c'est une chose de ne pas performer si ton club va bien. Mais là, présentement, à Houston, il n'y a personne qui performe à la hauteur des attentes. Donc, il s'est un peu sacrifié dans le sens qu'on lui a demandé de ce mouvement-là. Mais il sait très bien qu'il en prend une pour l'équipe et que il n'y a pas vraiment d'autre choix dans le sens que il doit trouver une solution. Puis c'est difficile de trouver une solution quand tu es à l'intérieur d'une disette que ça ne fonctionne pas. Tu essaies de trouver des solutions, mais aller chercher un ajustement en cours de match, entre les matchs, on joue pratiquement tous les jours, donc c'est pas facile. Là, il va pouvoir le faire à l'abri de la pression. Donc, c'est une excellente décision. On a Alex qui nous a dit qu'on appelle ça de l'humilité. Olivier qui nous dit chapeau à Abreu, ça nous montre que c'est un vrai joueur d'équipe, donc on le voit à ce niveau-là. S'il arrive à retrouver son timing, puis à revenir dans le baseball majeur, puis être en force, ça va être une belle histoire. 2, je pense que ça va inspirer certaines équipes à avoir une discussion avec certains joueurs, de dire hey, ça a marché à Houston. Fait que peut-être qu'il y a des joueurs qui ne sont pas nécessairement contents de ça, mais je suis sûr qu'il y a des équipes là, qui prient le ciel pour qu'Abreu revienne un bon joueur. Mais s'il y a des joueurs qui ne sont pas heureux de ça, ben, ça dénote certaines choses. On s'entend. C'est pas le seul renvoi dans les mineurs qui a fait jaser au cours des derniers jours. Jackson Holliday, qui a pris le chemin du 3A. Écoute, je sais ce que tu vas me répondre, mais je vais te le poser sous forme de question quand même. Est-ce que tu t'attendais à un tel début dans le baseball majeur? Ça a été horrible pour Jackson Holliday. Puis c'est pas la fin du monde parce qu'il a 20 ans, puis il arrive, puis il commence. Mais ça a été excessivement difficile pour Holliday qui va retrouver son timing du côté du 3A, idéalement pour remonter dans le baseball majeur. Oui, il n'y a aucun doute qu'il va remonter. Tu te Ouais. demandais tantôt si Abreu allait revenir dans la MLB. Jackson Holliday va être de retour avec les Orioles, puis probablement très bientôt. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, oui, ça a été très difficile. Il n'était pas capable d'acheter un coup sûr, malchanceux par moment. Mais souvent, quand on est dans ce genre de séquence-là, c'est ça qui arrive. La balle va trouver le gant des joueurs en défensive. Mais il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. C'est un dur début, c'est une dose d'humilité. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, de commencer de la sorte. C'est pas une mauvaise chose. Puis contrairement aux Astros qu'on parlait tantôt, les Orioles vont très bien. Ils viennent de remporter 3 matchs sur 4 contre les Yankees. Donc, il n'y a aucun stress à monter Jackson Holliday puis qu'il devienne la vedette. Peut prendre son temps au niveau 3A avec les autres excellents joueurs qui ont dans la filiale. Donc, il n'y a aucun problème, aucun stress à avoir.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a bien des gars qui performent de toute façon en ce moment. On peut penser au Gunnar Anderson, on peut penser à Adley Rutschman. Colton Cowser, dont on parle pas Ouais. beaucoup, mais qui se magasine peut-être le titre de recrue de l'année là, dans l'américaine à la place de Jackson Holliday, justement. Là. Puis, écoute, on en a nommé 3. Il y en a 8 autres là, qui Ah poussent, oui, là, c'est qui ça. sont déjà dans le baseball. Puis, ils ont reconstruit comme il faut. Là. D'ailleurs, petit aparté, là, Mike Elias, là, ça, c'est celui qui est en charge du repêchage à Houston. C'est lui qui a repêché les Correa puis les Bregman. Puis je ne sais pas s'il était là pour Springer, mais tu sais, il a repêché là, les Kyle Tucker, tous ces gars-là qui ont monté puis qui ont fait en sorte que Houston s'est rendu 7 fois en série de championnat, qui ont 2 bagues de la série mondiale, peu importe si celle de 2017 est legit ou pas. Mais, et là, les Astros se sont dit, les Orioles se sont dit, ben écoute, il est capable de repérer du talent, on va voir s'il est capable de gérer la reconstruction complète, l'amène, puis on voit ce que ça fonctionne. Michael Elias a le potentiel de devenir un des bons bâtisseurs de sa génération. Là, on n'en parle pas parce que c'est pas un nom aussi sexy que Ross Atkins ou que Brian Cashman ou que Shane Bloom ou peu importe, mais c'est quand même un monsieur. Là. C'est sexy, ça, Ross Atkins? Juste pour être sûr. Un nom populaire, mettons. OK, c'est bon. Ouais, merci de me prendre. Non, mais il est vraiment excellent. Là. Puis tu sais, tu as mentionné le potentiel de devenir un bâtisseur, mais c'est déjà un bâtisseur hors pair. Là. D'avoir fait Ouais. ça avec une formation aussi solide, d'avoir construit cette équipe-là, qui encore, oui, on a une saison difficile à Houston, mais d'avoir été là durant toutes ces campagnes-là, puis là, de refaire le même manège avec les Orioles, puis on le sait que les Orioles vont être encore là pour plusieurs saisons. C'est vraiment extraordinaire le travail qu'il a fait. Sébastien, le temps file. Allons-y pour la période de questions. On en a déjà quelques-unes qui sont en attente. Là, n'hésitez pas à venir nous en poser. Donc, allons-y pour la période de questions. On a une question ici qui est en attente depuis 20h06. On ne t'a pas oublié, Olivier, mais est-ce qu'on est rendu à appuyer sur le bouton panique en ce qui concerne les ennuis au bâton de certains gros canons des Yankees et plus particulièrement en ce qui concerne Aaron Judge? J'ai vu un petit peu plus tôt jeudi, Sébastien, Aaron Boone qui a dit non, j'en suis pas à l'étape de penser à déloger Aaron Judge de son poste de troisième frappeur, même si ça ne fonctionne pas là, en ce moment. Là, après le match de jeudi, si je ne me trompe pas, il a retrouvé il est sous la Mendoza line, donc en dessous de la barre des 200 au niveau de la moyenne au bâton. Pas le début de saison qu'on avait prévu, là, surtout après l'acquisition de Juan Soto, qui lui joue comme un MVP. Qu'est-ce que tu fais là, de cette attaque-là des Yankees, puis surtout d'Aaron Judge, qui on n'a pas ça sur notre carte de bingo là, de voir Aaron Judge qui est aussi mauvais que ça depuis le début. Là. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant s'il est en santé, ces chiffres-là vont revenir à la normale. Il va finir par débloquer, il va finir par avoir de meilleures présences au bâton. Par contre, est-ce qu'il est blessé? On sait qu'il va jouer avec de la douleur jusqu'à la fin de sa carrière. Est-ce que c'est ça qui est en train de l'ennuyer? Parce que présentement, il n'y a pas des bonnes présences au bâton. Si un joueur est en train de se sortir d'une mauvaise séquence, on va voir des meilleures présences au marbre, mais là, ce n'est pas le cas. Et des joués par des balles à effet en plein cœur du marbre et des joués par des balles rapides, qui était sa force. Aaron Judge sautait sur les balles rapides pour l'expédier de l'autre côté de la clôture, mais présentement, il ne le fait pas. Donc, il a l'air un peu perdu au marbre. Puis là, les Anthony Volpe, Juan Soto se rendent sur les sentiers. Puis habituellement, Aaron Judge les aurait fait marquer, mais là, on ne le fait pas. C'est les frappeurs suivants qui font le travail jusqu'à maintenant. Ils ne l'ont pas fait dans la série contre les Orioles, mais avant cette série-là, ça allait assez bien. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est son état de santé. Ce n'est pas le fait qu'il va revenir à ses statistiques normales, mais je n'ai aucune idée s'il est vraiment affecté par son pied ou par autre chose, parce qu'on sait qu'il est quand même fragile. Sébastien qui passe au prochain niveau pour nous analyser ça. Sébastien est un coup en avant de tout le monde. C'est pour ça qu'il est avec nous autres. C'est pour ça que je l'ai pris pour le podcast. On a Matt ici qui nous passe un commentaire sur Mike Trout qui, par la force des choses, va rester avec les Angels parce que ses blessures sont récurrentes. Une autre blessure au genou là, pour Mike Trout. On s'entend que si jamais il y avait une petite chance de voir ce gars-là être échangé, il aurait fallu qu'il le demande, ce qui n'est pas arrivé. Mais 2, il aurait fallu justement qu'il convainque certaines équipes parce que oui, tu as beau être Mike Trout, mais tu viens avec un contrat là, pour lequel il reste plus de 200 millions de dollars à absorber. Il aurait fallu que les Angels en gardent un peu beaucoup. Il aurait fallu trouver le fit. Il aurait fallu échanger des joueurs pour convaincre le propriétaire des Angels de dire OK, je me débarrasse de ma vedette.
Mais là, oublie ça, là. Avec une autre blessure, encore une fois, ne passera pas le cap des 130 matchs. La dernière fois, c'était en 2019. Il n'y a pas une équipe qui va vouloir toucher à Mike Trout, en tout respect pour le gars, même si ça a été un sacré joueur de balle. Mais là, son corps est vraiment en train de le lâcher, puis c'est dommage, là. C'est très dommage. Puis c'est malheureux. On ne pourra pas le voir dans une équipe qui va aspirer à la Série mondiale. Il était en voie, justement, de peut-être convaincre certaines formations d'aller le chercher si lui allait demander une transaction. Avait un bon début de saison, ça allait bien. Vraiment. Avait l'air en santé. Tu sais, cette blessure-là est un petit peu sortie de nulle part. Ouais, J'allais dire on s'en attendait pas, mais oui, on s'en attendait parce que ça arrive à chaque année depuis ouais, quelques saisons. Mais c'est ouais. vraiment dommage parce qu'on est privé d'un des meilleurs joueurs de la MLB. Puis plus ça va aller, plus ça va être difficile pour lui de revenir. Tu sais, de revenir tout le temps après une blessure, ça prend un certain temps. Puis là, il est vieillissant. Donc, ça va être de plus en plus difficile. On ne verra pas le Mike Trout qu'on aurait pu voir sur le terrain en pleine santé. Ça aurait été incroyable de voir ce que ce joueur-là aurait pu mettre au tableau, Mhm. mais on ne le verra jamais. Puis oui, il va terminer sa carrière avec les Angels parce que quel club va prendre cette chance-là? Mais On en avait parlé au début de la saison. Est-ce que les Phillies, un gars de la place, aurait pu aller le chercher, essayer de gagner un championnat? Mais est-ce que Dombrowski va prendre ce risque-là à ce salaire-là, même s'il est très dépensier? Je ne pense même pas. Là. ben non, on s'entend. Mm. Fait que moi, là, je veux te résumer les derniers mois des Angels, OK? Il aurait pu échanger Shohei Ohtani en sachant qu'il ne reviendrait pas, puis en sachant que le propriétaire n'a même pas voulu égaler l'offre que Ohtani leur proposait. Ça ne veut pas dire qu'il aurait signé là, mais il leur a dit voici le prix pour me signer, puis il a fait ouais, non, tu sais quoi, ça ne m'intéresse pas, même si c'est de l'argent dans 20 ans, puis qu'il aurait pu faire de l'argent pendant ce temps-là, mais bref, on s'écarte un peu. A décidé de ne pas échanger Shohei Ohtani, donc n'a pas reçu des atouts en retour de ça. A décidé de ne pas échanger Mike Trout parce qu'ultimement, s'il avait vraiment voulu, là, il aurait pu essayer de concocter une transaction avec lui pour aller chercher des atouts. Il aurait pu essayer quand même quelque chose. On choisit de ne pas le faire. Là, tu as Mike Trout qui est blessé. Ils sont pognés avec Anthony Rendon qui est encore une fois blessé et qui risque éventuellement d'aller sur la liste des blessés de 60 jours. Tu as Mike Trout durant la saison morte. Ils sont comme hey, les boys, ce serait le fun si on pouvait avoir du renfort. Puis ils sont comme hey, OK, je suis content que tu nous le dises, mais non. Fait que là, ils ont personne. Ils ont signé un releveur qui s'est blessé, puis that's it. Il n'y a pas d'espoir qui pousse. La masse salariale est super élevée parce que tu as plein de gars sur la liste des blessés qui sont vieillissants. Tu n'as pas de lanceur. C'est C'est triste, là. ouais, j'ai pas de questions, hein, c'est juste une énumération de faits qui Non, mais tu as fait vraiment un beau résumé, là, mais ça montre à quel point c'est triste. Là. Il ne se passera rien pour les 10 prochaines années chez les Angels. Puis imagine-toi si on avait échangé Ohtani l'an dernier, puis qu'on avait échangé Mike Trout durant la saison morte en sachant qu'elle allait être en santé. Tout ce qu'on aurait pu aller chercher pour reconstruire cette équipe-là, mais non, non, mais non, ben non. mais non. Ben non. Moi, le seul espoir qu'il y avait là, avec les Angels, je sais pas si tu te souviens, il y a un an, il y a Arte Moreno qui pensait peut-être à vendre son équipe. Puis à ce moment-là, pour la première fois, je me suis dit, tu sais quoi, je vois peut-être un chemin où Shohei Ohtani peut rester avec les Angels. Mhm. Parce que si un nouveau propriétaire peut avoir un vent de changement, décide de dépenser beaucoup, montrer à Ohtani qu'ils sont capables de gagner, puis peut-être qu'il serait resté, finalement décide qu'il ne vend pas son club, je me suis dit, OK, ben c'est fini, Ohtani s'en va. C'est ce qui s'est passé finalement. Arte Moreno, là, il n'y aura pas eu un passage, une fin de passage, disons-le comme ça. Là, je pense, dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'était lui qui était le propriétaire quand ils ont gagné la Série mondiale. Je pense Mais je que suis même oui. pas sûr. Depuis ce temps-là, là, écoute, Mike Trout a un coup sûr en carrière en série. Hein. C'est juste pour un. Non, Ernie Banks des temps modernes. oui, c'est ça. C'est pas un beau leg, mettons, qu'Arte Moreno va laisser. Puis c'est triste pour les partisans des Angels parce qu'il y en a. C'est ça le pire. C'est pas les Aces d'Oakland qui en restent 2-3 qui sont cachés dans les estrades. Là. Il y en a des partisans des Angels qui Ah voudraient oui. avoir un beau. Ils attendent juste ça, avoir un beau club à suivre. Ils l'ont démontré. La moindre occasion, est-ce que les Angels avaient un semblant d'équipe qui pourrait aspirer à on ne sait pas trop quoi, ils étaient présents pour les encourager, puis on leur a rien donné, là, mais rien. Là. Non.
T'as Olivier ici qui nous dit le seul moyen d'échanger Mike Trout, c'est d'aller chercher un autre long et mauvais contrat comme Baez à Détroit ou Stanton à New York. C'est probablement vrai. La seule affaire, c'est que tant qu'avoir un mauvais contrat, les Angels vont garder celui de Mike Trout. Là. Tu sais, ça sert à rien d'échanger Mike Trout pour dire on va aller chercher Stanton. Là. Tant qu'avoir un vilain contrat, aussi bien que ce soit le visage de la franchise qui soit là. Donc, non, il n'y a aucune façon que Mike Trout change de place. Puis écoute, on ne va pas le libérer non plus, donner 200 millions de dollars pour qu'il signe au salaire minimum ailleurs non plus. Là. Fait il va finir sa carrière avec les Angels. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce réel, nous demande Matt Gonzo, si j'annonce que les Red Sox font les séries, ils sont vraiment surprenants. Hey, le personnel de lanceur, Sébastien, là-bas, là, j'en ai fait un texte un petit peu plus tôt cette semaine. Là. Ouf, c'est bon, là. Puis si on avait ciblé une lacune en début de saison, c'était justement ça. Puis là, ils sont Ben oui, en pas train de de nous Sell, pas faire de Lucas mentir. Giolito, puis Non, tu sais. exactement. Puis je plaide coupable. Là. Moi, je m'attendais à ce que Oh, mon Dieu. ce personnel de lanceurs-là soit vraiment la lacune à Boston. Mais ils nous surprennent. Mais là, on a juste un mois de jouer. Moi, c'est ça qui m'inquiéterait si j'étais partisan des Red Sox. Est-ce qu'ils vont être capables de maintenir le rythme pendant 162 matchs dans cette division-là? On n'a pas joué tant que ça de matchs intra-division. On va avoir des gros clubs à affronter. Donc, ça risque d'être difficile sur le long terme. Mais si on se fie à l'an dernier, on a été capable quand même de maintenir ce rythme-là pour une bonne portion de la saison. On s'est écroulé plus vers la fin de la campagne. J'ai l'impression que ça va être un petit peu le même genre de scénario pour les Red Sox. Je l'ai dit à un certain point durant l'hiver, là, c'est mieux pour le baseball majeur quand les Red Sox vont bien. Tu sais, c'est un Oui. gros marché, c'est important quand. Tu sais, je suis persuadé que Rob Manfred, au fin fond de lui, il est comme yes, ça fonctionne. En plus, ils sont en train de tourner un documentaire Netflix. Là, de quoi il aurait parlé dans ce documentaire-là? Là, ils ont des trucs, le fun à parler. Fait que c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Donc, tant mieux pour les partisans là, des Red Sox. Puis juste la Euh, rivalité New York-Boston, tu sais, présentement, est un petit peu inexistante parce que les Yankees ont vraiment un meilleur club, même si les matchs entre les deux équipes sont souvent très serrés. Mais on n'a pas cette course-là entre les deux formations. Juste de ramener ça, ça change tout. Là. on s'entend là-dessus. C'est un excellent point. Euh, Sébastien, c'est la fin des questions qu'on a présentement dans notre banque. Donc, merci à tout le monde là, qui ont interagi là, sur le blog des Blue Jays. Il y a eu beaucoup de commentaires. Ça a été le fun à voir. Donc, lâchez pas de nous écouter, de nous encourager comme ça, de nous poser des questions. Là. C'est la raison pour laquelle on a choisi le format en live. Donc, eux, Sébastien, qui nous ont pas, ceci étant dit, écouté en live, qui n'étaient pas à 20h le jeudi soir sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube, où peuvent-ils nous retrouver et où peuvent-ils nous trouver pour ce qui est des textes aussi sur Passion MLB? Bien, on peut nous retrouver sur les 3 plateformes que tu viens de mentionner pour le réécouter, mais également sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music. Si vous cherchez bien comme il faut, vous allez nous trouver. Et bien sûr, sur notre site internet passionmlb.com. Plusieurs articles par jour. On est collé à l'actualité. Donc, si vous voulez en connaître plus sur l'actualité du baseball majeur, c'est là que ça se passe. Donc, merci à Alexandra Philibert qui était là un petit peu plus tôt au début de l'émission. Merci à toi, Sébastien. Toujours un plaisir de partager la passion de baseball ensemble. Une autre heure qui est passée trop vite. On s'entend là-dessus. Merci à tout le monde qui nous a écoutés, puis on vous dit à la semaine prochaine.